merci beaucoup à vous de m'avoir proposé cette conférence, cette intervention pour clôturer la semaine du sionisme français. Donc, on avait parlé avec Yael David, la semaine du sionisme français. Je trouvais ça pas mal original, mais du coup, on a échangé dessus, et puis elle m'a dit, tiens, fais une intervention là-dessus, ça peut être intéressant. Alors moi, pour me présenter, Yasmine l'a bien fait, effectivement, j'enseigne le Kodesh, donc le droit talmudique, on va dire, dans des écoles juives, essentiellement à l'école Akiba à Strasbourg. Et puis, je fais aussi de la formation pour enseignants de Kodesh. On va dire que depuis le 7 octobre, je me suis rendu compte excusez-moi, je suis désolé, je me suis rendu compte que l'enseignement de la mitzvah d'Ishuv Eretz Israël n'était pas suffisamment enseigné. On le faisait, on le fait, mais on ne l'a pas fait de façon suffisamment importante dans nos programmes. Donc, voilà, depuis ce moment-là, je travaille sur ce programme-là, sur ce point-là. Et puis, je suis en train de mettre en place pour l'année prochaine des heures spécifiques à l'école Akima, notamment, et puis un programme qu'on essaie de mettre en place pour établir le lien qu'il peut y avoir entre les élèves et Eretz Israël. Alors, pourquoi le sionisme français, la semaine du sionisme français, je trouvais ça particulièrement intéressant parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de fort qui s'est passé spécialement dans le judaïsme français par rapport à Eretz Israël. Il faut noter que, quand je dis ça, je pense notamment beaucoup au Moyen-Âge, en fait, où les élèves de Rachi, qui sont les Tosafistes, donc on est loin, hein, en 1211, ont eu une première alia de plus de 300 Tosfot qui sont montés en Eretz Israël, dans des conditions quand même qui ne sont pas super simples. Mais donc le sujet, c'est un sujet qui est important, on va dire, dans le judaïsme français. C'est revenu après, un peu après aussi avec la alia du Rav Iriel de Paris, après que le Talmud a été brûlé sur la place de Paris. Et donc, il s'est passé des choses. C'est un sujet en soi, ça nécessiterait en soi de faire un cours spécial sur ça, sur ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose qui s'est passé de spécifique en France parmi les grands maîtres et par rapport au lien avec Eretz Israël. Alors, on va parler de quelque chose d'un peu plus récent, qui est, on va dire, avant la période véritablement de développement du sionisme politique, c'est-à-dire qui sont les gens qui sont des précurseurs. Parmi ces personnes, voilà, j'ai choisi ces deux personnes-là qui sont assez emblématiques. Il y en a beaucoup, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont passées en France. Vous avez dû en entendre parler. Il y a beaucoup de choses qui sont passées en France, spécialement par rapport à Eretz Israël, notamment pendant le 19e siècle. Et il y a eu deux personnages que j'ai trouvé vraiment passionnants, qui ont des points communs. Et donc, notamment le Rav Zvi Hirsch Kalischer et Charles Netter. Voilà. Et je vais essayer au mieux de les présenter. Alors, je ne suis pas prof d'histoire juive, je ne suis pas historien non plus. Donc, ce que je vais vous dire, c'est des choses qui sont assez simples, assez vérifiables, facilement trouvées dans l'histoire des uns et des autres. Moi, ce qui m'importe, c'est d'essayer de donner un sens à cette histoire qui s'est passée, qui est assez formidable, et qui aboutit au final sur la création d'un endroit qui s'appelle Mikvé Israël, une école d'agriculture, probablement la première école d'agriculture en Israël, qui a formé des milliers de personnes et qui a permis à ce qu'on développe l'agriculture en Israël de façon assez intensive pour un pays qui se crée. Ça a été véritablement de grands pionniers. En fait, ils ont fait quelque chose qui est le démarrage. En fait. C'est une sorte d'étincelle. C'est un peu de ça que je parlais. De cette, on va dire, ce sont des déclencheurs. Les deux ont travaillé la main dans la main. Ils viennent d'endroits très différents, mais ils ont été des déclencheurs. Ils ont déclenché quelque chose qui a eu en fait
des conséquences assez incroyables. Ils avaient des projets fous et ils ont déclenché quelque chose d'assez incroyable. Alors là, je vais partager un petit peu mon écran pour présenter l'idée, en fait, la grande idée, les grandes idées qu'il y a derrière. Il y a notamment, on peut résumer ça, on va dire, par un propos qu'on trouve dans le Talmud de Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, dans Brachot, un des premiers, un des premiers livres du Talmud de Jérusalem, où on voit l'histoire suivante qui est racontée avec Rabbi Chia Rabba et Rabbi Shimon ben Chalafta, qui marchaient ensemble dans la vallée de Arbel. Et ils étaient au lever du soleil, quoi. On voit les premiers rayons du soleil qui commencent à apparaître. Veraou Ayelet Hachachar chez Bakar Ora, ce qu'on appelle la biche du matin, ça veut dire voilà, les premiers rayons du soleil qui arrivent sur la vallée de Arbel, c'est magnifique. Et Rabbi Chia Rabba dit à Rabbi Shimon ben Chalafta, Birebbi mon maître, car Higeulatan shel Israël, ainsi est la délivrance du peuple d'Israël. Bitrila Kim'a Kim'a, au début, ça commence tout doucement, c'est tout petit. Kolma Shehi Olechet, Hiraba Veolechet. Tout le temps qu'elle continue, elle s'agrandit, elle s'allonge, et au fur et à mesure qu'elle s'allonge, elle s'agrandit. Les choses viennent par étapes. C'est joli. Ceci dit, c'est un grand principe en fait. Ça veut dire, quand je dis c'est un grand principe, c'est-à-dire c'est pas un principe si évident que ça. Et ça, le Rav Kalischer, c'est une des choses qui s'est voilà, où il s'est battu pour faire entendre cette idée-là. Et ce qui est fou, c'est que ça a assez bien marché. C'est assez fou. Ce sont des vies assez incroyables, on va dire, de gens qui ont cru en certaines choses, en choses qu'ils avaient appris et qui ont réussi à le mettre véritablement en place. Alors là, je vais vous montrer le Rav Kalischer. Voilà. Ça, c'est la photo du Rav Kalischer. Alors, le Rav Kalischer, il est né en 1794. Il est en 1794. Il est décédé, Niftar, en 1874. Et il est né dans une ville qui s'appelle Lissa. C'est en Pologne. Voilà, j'arrête le partage, pardon. Voilà, c'est en Pologne. La ville de Lissa, il a grandi dans cette ville où il a appris, notamment au début, dans sa jeunesse, chez le Rav Yaakov ben Moshe Lorbenbaum de Lissa, qui était dans la ville de Lissa. C'est un très grand maître. Il a écrit un commentaire assez important sur le Shulchan Aruch, le livre de Rabbi Yosef Karo, qui s'appelle le Netivot HaMishpat, qui est encore un livre qui fait référence aujourd'hui, qui est très important. Donc, il a eu de très grands maîtres, notamment celui-là. Plus tard, il est arrivé à Poznan, dans une yeshiva très importante, qui est la yeshiva du Rabbi Akiva Eger. C'est important de le savoir, parce qu'il a eu des grands maîtres avec lesquels il est resté en contact et qui l'ont beaucoup inspiré. Le Rabbi Akiva, Rabbi Akiva Eger, c'est un très grand maître, un des plus grands, plus éminents érudits de la Torah, on va dire, des temps modernes, et qui a écrit de nombreux responsables des shoots, des Sheilot Utshuvot, donc des questions et des réponses qui sont posées sur les halachot, et qui font beaucoup référence encore aujourd'hui. Dans toutes les versions du Talmud de Babylone, du Talmud Bavli, on va avoir des petits endroits au fur et à mesure des pages où on voit des petits astérix, et c'est les questions du Rabbi Akiva Eger. Des fois, elles sont répondues, des fois, il les laisse sans réponse, en tsarich iyun, ça veut dire il laisse la place aux gens, aux étudiants d'essayer de répondre, parce que ce sont des questions qui sont vraiment pas évidentes. Et ça a du coup généré beaucoup de littérature dans les années suivantes, parce que tout le monde essaie de répondre aux questions toujours incroyables de Rabbi Akiva Eger. Assez jeune, le Rav Hirsch Kalischer, en 1825, il a 29 ans,
il est nommé rabbin et dayan de la ville de Torun. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, c'est en Pologne. Et donc, il est resté rabbin de la ville de Torun pendant plus de 50 ans. Il a une particularité, le Rav Zvir Kalischer, c'est que notamment, il ne prenait pas de salaire de tout le service qu'il faisait en tant que rabbin, en tant qu'enseignant, maître. Il tenait à ne pas prendre de salaire. Et c'est sa femme qui avait un commerce et qui, de par son travail, voilà, permettait à la maison d'avoir un quotidien. Et lui, c'était quelqu'un d'assez indépendant. Il a été quelqu'un qui a eu beaucoup on va dire, de préoccupations pour ce qui se passe dans le monde des Juifs dans le monde. Il ne s'est pas contenté d'être rabbin de sa ville, il s'est intéressé aux grandes questions de son époque. Et donc, il y a beaucoup de journaux à l'époque, beaucoup de journaux et dans lesquels certains rabbinim publient des articles où des questions sont posées et il participe beaucoup. C'est quelqu'un qui écrit, qui a compris qu'on pouvait écrire des articles et voilà, diffuser des idées au travers des journaux et il le fait. Alors, je vous donne quelques exemples. Par exemple, il y a une histoire à un moment donné assez incroyable en Amérique. C'est pas du tout en Pologne, c'est aux États-Unis où il y a quelqu'un voilà, qui s'est marié avec une femme qui n'est pas juive et elle veut bien qu'on fasse la brit mila à son fils, mais bon, elle n'est pas d'accord plus que ça que son fils soit juif. Voilà, c'est une question très, très moderne. Et donc, le rabbin de la ville là-bas en Amérique interdit au Moël, à celui qui doit faire la circoncision, de faire la circoncision. Il dit, tu ne peux pas faire la circoncision pour cet enfant. Sa mère n'est pas juive, elle ne souhaite pas que son enfant le soit. Ça ne représente rien. Et donc la question est posée dans un journal, le Der Israélite, qui va être un des journaux assez connus. Là, je vais partager mon écran. Tac. Vous pouvez voir, ça c'est un exemple, hein, c'est pas l'article lui-même. C'est un des journaux dans lesquels le Rav Kalischer va avoir des articles, ou alors dans le Hamagid aussi, par exemple. Donc voilà, dans ces différents journaux, donc, lui, il va répondre à cette question. Ça n'a pas rapport direct avec notre sujet, mais enfin, c'est toujours intéressant de savoir à peu près comment il se positionne. Il répond à cette question. Dans le journal, on demande est-ce que on peut faire la brit mila de cet enfant? Lui, il va répondre, il va dire bah, écoutez, il est plutôt positif pour le fait de faire la brit mila. Il dit bon, bah, après, l'enfant, si sa mère un jour elle décide de devenir juive ou de faire en sorte que son enfant le soit, bah, il aura déjà la brit mila. C'est une bonne chose. En tout cas, ce n'est pas interdit de le faire. Et puis, voilà, le Moël, celui qui a fait la circoncision, il n'y a pas de raison d'interdire son activité. Donc ça, c'est par exemple une des positions qu'il prend. Et donc, il se fait entendre, il fait des démonstrations. Quand je vous donne le résumé de son avis, mais en réalité, il fait des démonstrations par rapport à ça pour expliquer son point de vue. On va avoir aussi une autre discussion importante à l'époque sur l'apparition des matzot qui sont les matzot faits par la machine en fait et pas par l'homme. Donc la question est de savoir est-ce qu'on peut utiliser ces matzot pour Pessah. C'est pas l'homme qui les fait, donc il y a une intention normalement quand on fait les matzot. C'est quelque chose qui est quand on mange la matzah, c'est une mitzvah. Il faut avoir une intention de faire les matzot pour pouvoir faire cette mitzvah. Est-ce qu'on peut dire que cette intention elle marche quand on appuie simplement sur un bouton? C'est une question qui préoccupe beaucoup les gens à l'époque. Il fait partie des gens qui sont les élèves du Rabbi Akiva Eiger qui pensent que non, qu'on ne peut pas utiliser la machine pour faire des matzot. Donc, il va participer à toutes ces discussions-là. Il y a donc voilà beaucoup d'interventions de sa part dans les journaux de l'époque.
Il est aussi quelqu'un de connu au niveau, on va dire, philosophique. Il fait des articles, il connaît la philosophie, il a appris les sciences et voilà, il discute même de philosophie, on va dire, dans ses différents journaux. Et il a des articles même de philosophie qu'il publie. Donc c'est vraiment quelqu'un de très ouvert, de très intéressé par ce qui se passe concrètement et de très préoccupé aussi par tout ce qui concerne le Ham Israël dans le monde entier, bien qu'il soit rabbin dans une petite ville à Toruni. Là, il va avoir une démarche importante de sa part qui va venir d'une autre préoccupation, c'est qu'on va commencer à avoir un mouvement réformateur qui commence à poser des questions sur les mitzvot qu'on fait en Eretz Israël. Est-ce qu'il y a nécessité encore de nos jours de les faire ou pas? Et la discussion vient plus loin même, elle va sur aussi même la tfila, la prière. Est-ce que on doit continuer aujourd'hui, enfin aujourd'hui, à leur époque, est-ce qu'il est nécessaire de faire dans la prière, on a une partie centrale après par le schéma Israël, qui est la Hamida, où il y a 18 bénédictions, et dans la Hamida, on va avoir des passages où on appelle au retour en Eretz Israël. Il dit Tekar, Béchauffard, Gadol, on demande à Akadosh Baruch Hu de sonner un grand chauffard pour pouvoir rassembler le peuple d'Israël et revenir en Eretz Israël. On demande que Akadosh Baruch Hu construise Boné Yerushalayim, construise Jérusalem, que le Mashiach, on prie pour Tzemar David, que la descendance de David puisse se réaliser et voir arriver le Mashiach. Juste avant la bracha de Modim, on est reconnaissant à Akadosh Baruch Hu avant Dan, on a un petit peu problème avec le son. Oui, ça coupe un petit peu. Ouais, non, je sais pas. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Je sais pas, ça... C'est mieux là? C'est pas grave, hein, c'est... Là, c'est mieux, oui. Il faut changer la prière. L'Europe, c'est Israël, Berlin, c'est Jérusalem. On a ici à avoir des droits. Il faut la sécurité du justice. Donc, cette question-là, le Rav Kalicher va prendre parti cet espoir-là qui est de retourner en Eretz Israël et il va son maître Dan, je crois qu'il y a toujours un petit souci avec... Je ne sais pas si c'est que moi ou tout le monde entend bien. Peut-être poser la question sur le... Est-ce que vous pouvez m'indiquer sur le chat si vous entendez bien ou s'il y a des problèmes? Les gens n'entendent pas bien. Oui, problème, oui, il y a des problèmes de... Attends, alors, je vais changer le son. Allô?
Attends. C'est mieux? Oui, là, j'espère que c'est mieux. Ok. Je vais le faire par là. Dis-moi si c'est bon là. Là, pour moi, c'est bon, oui. C'est bon, ok. Que sur les messages, je suis vraiment désolé. Ok. Ok. Donc là où on en était, c'était. Ben voilà. Bon. Il va écrire son livre qui va être un livre très important qui s'appelle le Drishat Sion. Donc il va avoir des premiers échanges avec son maître, le Rabbi Akiva Eger. C'est important de savoir un peu dans sa biographie, en fait, il a aussi été élevé par son oncle, qui est un grand rabbin, Yodaleh Kalischer. Il avait un cousin qui s'appelait Abraham Moshe Kalischer, qui était quelqu'un de très réputé dans les yeshivas de Rabbi Akiva Eger, et qui s'est marié avec la fille de Rabbi Akiva Eger. Malheureusement, son cousin est niftar assez jeune. Et donc, du coup, la fille de Rabbi Akiva Eger était veuve. Elle s'est remariée avec un très grand maître qui s'appelle le Khatam Sofer. Je vous pose un petit peu le cadre pour que vous puissiez un peu imaginer qu'est-ce qui se passe à l'époque. Le Rav Tzvi Hirsch Kalischer écrit donc dans son livre de Drishat Sion, il commence à travailler le sujet de retourner en Eretz Israël et savoir si aujourd'hui on peut faire certains korbanot, donc certains sacrifices en Eretz Israël à l'endroit du temple. Donc c'est ça sa question, et il va chercher à répondre à cette question-là, et il fait une démonstration finalement avec de nombreux échanges qu'il a avec Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva n'est pas toujours d'accord sur le moment, mais il lui dit écoute, c'est pas si simple, évidemment. Donc là, je ne vais pas vous faire le développement de cette question-là, ça me dépasse largement, ça prendrait beaucoup plus de temps. Au final, Rabbi Akiva Eger se fait assez âgé, et puis il lui dit voilà, je vais laisser le Khatam Sofer répondre dans les échanges, continuer les échanges avec toi. Et donc il élabore cette étude avec le Khatam Sofer, et à la fin de l'histoire, le Khatam Sofer lui dit oui, tu as raison, on pourrait faire les sacrifices aujourd'hui sur le temps. Simplement, il lui dit bon, il y a un problème de droit international, il y a un problème de paix, de shalom, il n'est pas question de faire des sacrifices dans le temple si il y a une autorité qui n'est pas d'accord avec ça, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, donc on ne le fera pas. Mais d'un point de vue purement illustratif, ouais, on peut le faire. Et donc il commence à élaborer une pensée là-dessus qui est de dire, bon, en fin de compte, on pourrait faire des corbanotes aujourd'hui, on pourrait faire des sacrifices à Jérusalem. Bah, il faut commencer les choses par le début, il faut commencer par construire. C'est pour ça que je vous ai fait mon introduction avec cette Maradan Matrot, parce que c'est une des pierres angulaires, on va dire, de cette pensée-là, qui est de dire, on ne va pas attendre, en fait, que le Messie il tombe du ciel et qu'il va arriver par des miracles, mais les choses se présentent comme elles se présentent. Si on a la possibilité de les faire, il faut avancer, et puis on va commencer par peupler l'endroit, par y habiter, par venir y habiter, dans la mesure, évidemment, de tout ce qui nous est autorisé à faire avec les autorités. Et il faut le voir sérieusement, il faut le voir en grand. Tout ce qu'on nous autorisera de faire, tout ce qu'on peut réussir à négocier, eh bien, on va le faire. Et c'est comme ça que les choses vont se réaliser, et c'est comme ça que le temple pourra se reconstruire. Ça n'arrivera pas de façon miraculeuse. C'est une pensée très, très forte que le Rav Kalischer met en place. Et il passe à l'action en réalité. C'est pas juste qu'il l'écrit, qu'il le pense, qu'il l'étudie, mais il passe sérieusement à l'action. Il va écrire à Meir Anshel Rothschild, donc, qui est un des fils aînés du fondateur de la dynastie Rothschild, et il va lui demander de l'aider. Il fait une très longue lettre où il explique tout son projet, et il lui demande de l'aider à acheter des terres en Israël au pacha égyptien
il dit, il y a une occasion ici, on peut commencer, donc on est en 1836, et il dit, voilà, on peut commencer à acheter des terres, c'est possible. On n'est pas sous une domination d'un roi puissant comme c'était avant. Il y a moyen de négocier avec eux, de parler avec eux, etc. Donc ça coûte pas très cher. Il faut mettre de l'argent pour acheter des terres en Israël. Donc il exprime les points principaux de sa vision sur la délivrance du Ham Israël et de la Géoula. Et voilà ce qu'on a dit, que les choses doivent se faire progressivement, mais il ne faut pas attendre de miracle. Il ramène un pirouche, une explication du Ramban, le Rav Moshe ben Nachmanide, connu sur Nachmanide, sur des versets de Shir HaShirim, le livre écrit par Shlomo Ameler. Donc le Ramban, qui va, on va dire, on est en 1260, écrit que effectivement la Géoula va se faire avec l'accord des peuples et que progressivement on va pouvoir rentrer, habiter en Eretz Israël et qu'après que le Baruch va ramener, il y aura déjà une première implantation de gens qui vont s'implanter en Eretz Israël avec l'accord des peuples et qu'après Akadosh Baruch Hu va amener et va rassembler son peuple entièrement en Eretz Israël. Ça, c'est écrit en 1260 à peu près, hein, je ne sais pas la date exacte quand est-ce qu'il écrit, mais enfin c'est à peu près dans ces eaux-là, dans le XIIIe siècle, et il ramène ses écrits et tous ses textes et ses démonstrations, et il envoie cette lettre au baron Rothschild. Bon, il n'y a pas de réponse, mais il lui écrit une autre lettre pour lui dire qu'il est désolé, qu'elle était un petit peu fort, qu'il était un petit peu vite, mais tout ça le fait réfléchir et se demande par où il faut commencer pour avoir une légitimité, parce qu'il pense qu'il faut faire toujours les choses en grand, il faut aller voir les gens qui ont les moyens, qui ont la capacité de faire, et c'est avec eux qu'il va falloir discuter pour pouvoir faire avancer ce sujet-là. En 1939, il va s'adresser à Moshe Montefiore avec le même type de demande, et c'est l'année où d'ailleurs Moshe Montefiore va partir en Israël pour acheter des terrains. Toujours pendant ces années, il continue à échanger des lettres avec le Rabbi Akiva Eger par rapport aux questions dont nous avons parlé sur la possibilité aujourd'hui de faire, enfin, à l'époque, pas aujourd'hui, de faire des corbanotes, des sacrifices dans le temple aujourd'hui. Il va un peu plus tard, donc en 1843, écrire un livre de responsa assez connu qui s'appelle le Meoznaim Lamishpat et qui va être un livre où il va se faire connaître de très nombreux pères rabbiniques de cette époque-là qui vont mettre ce qu'on appelle des askamot, qui vont introduire le livre et dire que c'est un super livre, c'est un très très bon développement, etc. Il va avoir une aura assez particulière et acquérir, on va dire, une aura assez particulière dans le sein du monde des maîtres de l'époque. Voilà, ça c'est ce qui se passe jusqu'on va dire 1843. Il continue ses articles qui vont, au fur et à mesure des années, il va publier dans les journaux tous les articles pour mettre en avant ses idées. Il va avoir un ami qui s'appelle le Rav Nathan Friedland. Ils vont être assez proches et ça va faire assez avancer les choses. En 1860, le Rav Nathan Friedland se rend à Paris. Il s'adresse à Albert Cohen, qui est le directeur des affaires du baron Rothschild, et il va reproposer l'idée qui avait été dite plus tôt. Il a une écoute, il est entendu, il est reçu. Il rencontre aussi Adolphe Crémieux, qui est à ce moment-là déjà un des fondateurs de la société Kol Israël Haveri, vous prenez l'Alliance israélite universelle, et il insiste et il inspire pour s'engager dans le fait d'aller acheter les terres en Israël.
Il demande au rabbin Kalicher de lui renvoyer des lettres, des livres. Son livre, le Drichat Sion, il lui demande de l'amener. Il fait traduire certaines lettres que le rabbin Kalicher a écrit. Et après ce succès, le Rav Friedland va aller plus loin et il va soumettre une lettre de demande à l'empereur Napoléon III. Il joint à sa lettre les propos du Rav Kalicher, qu'il a traduit aussi. Il rapporte qu'il a eu un entretien et pour demander d'essayer de faire en sorte que les États cèdent de la terre d'Israël pour le peuple juif. Et il a une réponse par une lettre qui dit que l'empereur lui répond que ses relations avec l'Empire ottoman ne lui permettent pas de pouvoir agir, mais que si ses relations s'améliorent, eh bien il essaierait de le faire. Dans un de ses articles, le rabbin Kanicher va citer Ernest Zaharan, qui était un des ministres de Napoléon III et qui est célèbre pour avoir proposé et écrit sur le fait de reconstruire la nationalité juive. Et il écrit ça en 1860 et il parle de reconstruire la nation juive et de l'installer en Israël. Et donc, ça, c'est quelque chose de. Donc, là, dans toutes ces années-là, on va dire, les idées commencent à prendre forme, à s'installer et à gagner en légitimité. On est en train de parler avec des gens importants qui ont les moyens de faire et ça devient de plus en plus légitime. Il y a des liens importants qui se créent avec l'Alliance israélite universelle et des discussions sérieuses qui se mettent en place. Dans le monde, on va dire, des rabbins, on va noter, il y a eu beaucoup d'échanges, et on va noter particulièrement un très grand maître qui s'appelle le Rav Elchanan Spector, et il va avoir une rencontre avec le Rav Elchanan Spector en 1863, qui adhère beaucoup à ces idées et qui trouve ça vraiment très intéressant. Et donc il dit oui, je suis d'accord de promouvoir ces idées auprès des communautés qui m'écoutent et qui sont dans ma région. Et il lui propose même une idée assez dingue. Il dit on devrait même, pour ramasser de l'argent, pour pouvoir mettre en œuvre ces idées, proposer qu'un propriétaire reverse 1% du loyer qu'il reçoit pour la création d'un fonds pour acheter des terres en Israël et qu'un locataire, quand il paye son loyer, reverse aussi de son côté 1% de son loyer pour la promotion de l'achat des terres en Israël. C'est des idées qui ont été vraiment dites, écrites, réfléchies. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas été mis en œuvre, mais c'est important de savoir toutes les choses qui ont pu exister. Là, voilà, je vois l'heure déjà avancer, mais concrètement, il y a vraiment énormément de choses, d'échanges qui ont été très riches à ce moment-là. Une des choses qui sont faites à un moment donné, c'est que le Rav Kalicher envoie son fils, Wolf Kalicher, pour réaliser ses idées, pour essayer d'acheter un terrain, pour essayer. Et donc il y a des échanges avec l'Alliance israélite universelle, et notamment avec Charles Netter, qui se font de façon plus sérieuse. Il a un projet, son fils, c'est de faire une sorte de kibbutz en fait. Il a un règlement qui est assez strict, assez incroyable, qui va être, voilà, les gens n'ont pas d'argent, quand ils rentrent dans cette association, ils sont là pour apprendre l'agriculture, ils vont apprendre à travailler la terre, ils s'engagent à pas vouloir gagner d'argent, tout appartient, c'est une sorte de kibbutz en fait, tout simplement. Alors il y a des règles du type, on n'a pas le droit de dire du mal des uns et des autres, celui qui dit du mal, il va être en prison pendant 3 jours, il va être enfermé, c'est des règles un peu particulières, un peu poussées. Et voilà, ils ont essayé de réfléchir à mettre en œuvre des systèmes pour pouvoir mettre en place les choses. Il y a des mouvements qui vont
partir à l'inverse de cette démarche-là, notamment en Israël, mais pas seulement. C'est bien les idées, mais beaucoup de gens craignent le danger, que ce soit compliqué. Il y a différentes choses qui peuvent être complexes. On dit que c'est dangereux en Israël, qu'il peut y avoir que c'est pas du tout cadré. Aller n'importe où dans la nature en Israël pour pouvoir faire de l'agriculture, l'idée est sympathique, mais c'est pas du tout. Il y a des gens là-bas qui peuvent être dangereux. On dit que de toute façon, les gens qu'on veut envoyer ne connaissent pas l'agriculture, donc ils vont pas réussir à faire pousser les tomates. Donc on envoie les gens un peu au casse-pipe de vouloir faire ça. C'est pas une bonne idée. Donc il y a des gens qui commencent on commence vraiment à en parler dans le monde orthodoxe et on commence à s'y opposer. En Israël, il y a depuis de très nombreuses années des communautés religieuses qui étudient la Torah toute la journée, qui sont à Jérusalem, c'est là, on va dire, des anciens qui sont venus au fur et à mesure des époques et qui ont toujours été soutenus par une tzedaka importante de toutes les communautés en Europe. Cet argent, on va par exemple dans la Coupa, le fonds de Rabbi Meir Baal HaNef, arrive en Israël et il y a ce qu'on appelle un système qui s'appelle la Chalouka, départage d'argent entre les différents collègues, les différents endroits, les différentes personnes qui habitent là-bas et qui étudient la Torah là-bas toute la journée. Une grande pauvreté, c'est pas évident. La dispute, pourquoi j'en parle? Parce qu'une des disputes, ça va être si vous commencez à demander de l'argent aux gens qui en ont les moyens pour faire de l'agriculture, pour commencer à vouloir développer une économie, bon d'abord ça marchera pas, et puis en plus, nous on va plus, déjà on est pauvre, alors on va être super pauvre, parce que le peuple juif n'a pas tellement de moyens. Donc si déjà nous on a du mal à recevoir de l'argent pour survivre, ça va être difficile de continuer cette façon-là avec des fonds qui vont partir pour le développement de l'agriculture. Donc ça, c'est des choses qui sont difficiles. Il y a des bagarres. À un moment donné, le fils du rabbin Kalischer se retrouve embarqué dans une histoire où il se retrouve emprisonné. Il y a des interventions qui se font, et notamment de Charles Netter, et qui font qu'il arrive à libérer son fils. Mais c'est pas simple. C'est des discussions qui sont vives et qui sont complexes. De fait, il envoie à un moment donné une lettre publique, parce que Charles Netter va voyager, on va en parler tout de suite, en Israël, pour voir la faisabilité des choses. Et donc, de façon très transparente, le rabbin Kalischer a fait un article pour lui demander combien de personnes sont déjà sur place, capables de travailler la terre. Est-ce que c'est véritablement dangereux? Est-ce qu'il y a des terres fertiles qu'on peut acheter? Et donc, le Charles Netter lui répond en disant, voilà, je vous ferai un rapport que je vais faire à l'Alliance et je vous en ferai pas. Et on va avoir des chiffres par rapport à ça qui vont arriver. À la fin de sa vie, donc on est quelques années après, Charles Netter va fonder Mikvé Israël, cette école d'agriculture. On va en parler dans le détail. Je pensais qu'on ait encore un peu beaucoup de temps. Charles Netter va faire cette école incroyable Mikvé Israël et il va proposer au rabbin Hirsch Kalischer de devenir le rabbin de Mikvé Israël pour faire cette école d'agriculture, pas seulement une école professionnelle où on apprend l'agriculture, mais aussi où on respecte les lois, parce que c'est très important. Il y ait d'abord, c'est très important, il était convaincu que c'était important qu'on respecte les lois du repos de la terre tous les 7 ans, de la Shemitah, etc. Et donc, il propose au rabbin Kalischer, qui lui est déjà assez vieux, il n'est pas longtemps avant sa mort, et qui lui répond qu'il va tout faire pour essayer de venir. Il essaye effectivement de le faire, mais il n'y arrive pas, il est trop âgé, et donc il lui écrit une longue lettre pour lui dire comment c'est très difficile pour lui de ne pas pouvoir le faire. Bon, dans toutes ces batailles, toutes ces idées, qui ont été, toute cette énergie qu'il a dépensée par rapport à vouloir faire rejaillir et réaliser
cette idée d'installation en Israël. Ils finissent finalement par réussir, lui avec quelques amis, à acheter une terre, un bout de terrain où il y a un espoir de faire pousser des choses en Israël. On a ici, voilà, attendez une seconde, je vous partage l'écran, un endroit en Israël qui Je s'appelle... profite, le temps que tu partages ton écran, je profite pour dire que, bon, comme d'habitude, on a désactivé les micros et toutes les questions seront posées par chat 10 minutes avant la fin. OK, là, on est déjà... OK? Ok. Donc, il y a un endroit qui s'appelle Tirat Zvi en Israël, qui a été, voilà, le Moshav qui a été, en fait, voilà, dédié au nom du Rav Zvi Hirsch Kalischer. Donc, je vois qu'effectivement, le temps avance, mais il est très important voilà, de consacrer quelques minutes quand même pour Charles Netter, qui est né en 1826, il est décédé en 1882. Bon, il a été un des membres fondateurs de l'Alliance israélite universelle. Une de les choses les plus importantes qu'il a faites, on va dire, c'est on va dire, l'appeler le père de l'agriculture juive, quand il a fondé cette école d'agriculture de Mikvé Israël, qui est réputée non seulement comme une des premières colonies agricoles juives modernes en Israël, mais aussi une des premières colonies juives modernes sous l'Empire ottoman en dehors de Jérusalem. Cet endroit-là a joué un rôle crucial dans la croissance du Yishuv et de la fondation d'Israël. Ça a formé de très nombreuses personnes, des milliers d'élèves sont passés par là et ont pu apprendre comment faire une agriculture moderne et comment exploiter au mieux avec des outils modernes, avec une façon de faire à l'européenne qui ont permis un développement qui fait qu'Israël a été un des rares pays de l'histoire à avoir, dès le départ, dès sa naissance, connu un développement agricole très remarquable, et notamment en matière d'exportation de produits agricoles. Il est né à Strasbourg, Charles Netter, en France, dans une famille rabbinique. Il a étudié, il s'est engagé dans les affaires à Londres, à Moscou, à Lille, en France. Il s'installe à Paris en 1851. Et là, il a commencé un engagement de toute une vie dans les affaires juives et donc il a créé, il a co-créé l'Alliance israélite universelle et donc on va avoir, j'ai mis ici une très belle phrase de l'annonce, donc c'est là. Voilà, on a le partage. Ah, on partage là. Vous voyez on voit mon écran. Ouais. Voilà. Des vocations, c'est rassembler les gens de bonne volonté pour lutter contre la haine et les préjugés, créer une société de jeunes juifs idéalistes et militants solidaires de tous ceux qui souffrent de leurs conditions juives ou de tous ceux qui sont victimes des préjugés, quelle que soit leur religion. Veiller à ce que la culture remplace l'ignorance des fanatiques pour le bien de tous. Si vous croyez que voir toutes les forces vives du judaïsme se rassembler, petites par le nom mais grandes par l'amour et la bonne volonté, ce serait un honneur pour votre religion, une leçon pour le peuple, un progrès pour l'humanité, un triomphe pour la vérité et pour la raison universelle. Venez à nous, nous fondons ainsi l'Alliance israélite universelle. C'est beau, je pourrais rester des heures à essayer de parler de ce qu'ils ont fait, de ce projet incroyable qui a été fait. Ils ont fait des écoles, ils ont sauvé des milliers de personnes. Et donc, pour en revenir à notre sujet, il revient du voyage qu'il a fait en Israël, où il a entrepris ce voyage donc, pour le compte de l'Alliance israélite. Il a ramené des chiffres, il a trouvé 13 000 juifs. Il a trouvé que sur ces 13 000 juifs, il n'y avait que 2500 hommes adultes qui étaient capables d'être des gens qui travaillent dans l'agriculture et qui actuellement, il n'y en avait que 375 sur ces 2500 qui exerçaient véritablement un métier commercial ou artisanal, les autres étant des gens qui étudient la Torah.
Et en dehors de Jérusalem, il a trouvé que 2 juifs qui faisaient de l'agriculture. Donc son constat étant qu'il faut faire une école voilà, en Israël, en dehors de Jérusalem, pour apprendre et enseigner l'agriculture en Israël. Il a fait une proposition à l'Alliance et à partir de là, il va faire enfin, voilà, on a très peu de temps, donc bon, je n'arriverai pas à dire tout ce qui s'est passé exactement, mais au final, il finit par avoir l'accord de Rachid Pacha, le gouverneur de Syrie, qui va autoriser l'acquisition de 250 hectares de terre près d'Yafo pour un loyer de 1800 francs à l'époque, renouvelable pour tous les 25 ans. Mikvé Israël est créé. Les quelques choses assez incroyables, c'est qu'au début, il y a du retard, il doit dormir dans une grotte, à même le sol, et qui est le premier élève de Mikvé Israël, ben, il n'y en a qu'un seul. Donc, il n'y a qu'un seul élève qui va venir à Mikvé Israël, mais finalement, quelque chose qui va se développer assez rapidement. Il va revenir en France, il va avoir un accident, il va devoir revenir en France, il bataille pour trouver des fonds pour cette idée-là. Et pour revenir ensuite en Israël, malheureusement, il va contracter une maladie et il va mourir finalement en 1882. Ce qui est notable, c'est que ce sont des personnes. Alors, ce qu'on peut voir ici, vous avez un télégramme du baron de Rothschild qui lui envoie à Mikvé Israël, en Eretz Israël. Là, vous avez des photos de l'époque de l'école qui a commencé à se développer, où on apprend voilà, l'agriculture à Mikvé Israël. Là, on a un timbre sur les 150 ans de Mikvé Israël. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est une lettre ici de Ben Gurion qui disait « Ces jours-ci, nous commémorons le 70e anniversaire de la mort de Charles Netter, fondateur de Kol Israël Chaverim, entendez par là l'Alliance israélite universelle, qui a ouvert la voie à de nombreux colons juifs dans la terre désolée d'Israël, ainsi qu'à la fondation de la première école d'agriculture d'Israël. Mikvé Israël qui a permis à l'agriculture juive du pays de retrouver son état d'antan. Il est donc important que le nom de cet homme et ses réalisations soient présentes et enseignées dans chaque école pour l'éducation de notre jeunesse. On a une autre lettre aussi ici de David Ben Gurion qui datait du 29 mars 1955, où il écrit sur son papier en tête du ministre de la Défense à Yosef Efrati, qui est vice-ministre de l'Agriculture, et lui dit « Avant de venir en Israël, j'avais lu des articles sur les plantations d'agrumes de Montefiore, de Mikvé Israël et de Petar Tikva, de Stemfer et Salomon. Je les enviais d'avoir eu le privilège d'être les premiers, un privilège qu'aucun autre juif ne mériterait. À mon arrivée en Israël, j'ai réalisé que le premier chapitre n'était pas terminé. Au contraire, il n'y avait presque pas commencé. Des parcelles de terre vides et désolées attendent d'être achetées par les nouveaux immigrants. » Donc ça, c'est quelque chose, c'est un point important. Ça veut dire, ce qu'ils ont fait, c'est, comme je disais au tout début, c'est un déclencheur, c'est une étincelle. Ça veut dire l'idée de partir en Eretz Israël à ce moment-là est une idée un peu folle. On n'y est pas, et comment tu veux qu'on y aille? C'est bien d'y penser, c'est bien de le dire. Donc après, quand on va voir les mouvements sionistes qui se développent après avec des idées, il faut qu'il y ait quelque chose qui ait une réalité à cette chose-là. Eux, ce sont ces gens-là qui ont été des précurseurs et qui se sont battus toute une vie pour amener un début de réalité qui a eu des conséquences. Parce que ce début de réalité, c'est sur cet endroit-là qui a permis à ce que, au développement de l'agriculture, véritablement, comme le dit Ben Gurion, en Israël. Donc ce déclencheur-là, c'est des vies entières de gens de bonne volonté. J'ai remarqué 2 points assez intéressants, communs, entre le Rav Kalischer et Charles Netter. J'ai remarqué que les deux étaient indépendants, ils ne dépendaient pas financièrement de quelqu'un d'autre, chacun à son niveau. Après, Charles Netter, c'est un homme d'affaires, et le Rav Kalischer, ce n'est pas un homme d'affaires, c'est sa femme qui tenait un commerce, mais c'était un rabbin qui n'avait pas qui ne devait pas plaire à un auditoire particulier, qui ne craignait pas pour défendre ses idées. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième que j'ai trouvé, c'est qu'ils avaient tous les deux le souci
ils s'inquiétaient pour le Ham Israël d'une façon générale. Ils regardaient en dehors de leur espace, autour d'eux, ils avaient des visions, ça veut dire ils avaient des vues, qu'est-ce qu'on peut faire pour le clan d'Israël, pour les Juifs, pour le monde juif, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos frères juifs dans le monde. Ils étaient concernés par les problèmes que pouvaient avoir les Juifs au travers du monde. Ça les a amenés à cette chose-là avec des grands projets fous. On va rentrer, on va repartir en Eretz Israël, c'est des projets complètement fous. On va parler à Napoléon ou à des dirigeants du monde, mais surtout, finalement, ils ont réussi à faire quelque chose de concret, comme on l'a dit au début, exactement comme il dit dans Brachot, Kima Kima, ça vient tout doucement. Cette réalisation, elle n'est pas simple, elle est dit tout doucement, mais c'est un déclencheur qui a montré que c'était possible et qui a été un exemple et qui a, sans ce type de déclencheur, je pense qu'il n'aurait pas été possible de développer par la suite tout ce qui a pu se faire. Ça a été des exemples. Ce n'est pas le seul. Là, je vous parlais d'un exemple précis par rapport au judaïsme français. J'y tenais parce qu'il y a quelque chose de particulier sur cette démarche de cette personne qui a fondé l'Alliance israélite universelle et qui se sent concernés par le judaïsme. Il y a une écoute. Il y a une écoute particulière. Tous les deux, et le Rav Zvi et Charles Netter vont dans le même sens. Et c'est assez intéressant de voir un commentaire du Sforno, qui est cité notamment dans le livre du Rav Kertal, qui a écrit un livre pendant la Deuxième Guerre mondiale sur le retour du peuple d'Israël en Eretz Israël. Le Rav Kertal écrit ce livre en Slovaquie en 1942 et il cite le Sforno qui, dans la paracha de Béalotecha, va donner une description une explication sur la Ménorah, sur la Ménorah du Beth Amikdash, et il va dire la chose suivante: Yahiru Shiva Tanerot, les sept lampes vont éclairer, toutes les lampes, les 7 lampes vont éclairer et vont répandre de la lumière du ciel sur Israël, la lumière d'en haut vers Israël, pour que les lumières de droite et les lumières de gauche se retrouvent vers le centre de la Menorah. Et il explique c'est quoi les lumières de droite et les lumières de gauche. Il dit il y a des parties du peuple qui sont des gens qui s'occupent de la réflexion sur le Olam Haba, sur le monde éternel, et il y a une partie du peuple qui s'occupe de la vie telle qu'elle se présente à eux, Chaye Shara, qui se présentent à eux et comment on se confronte à la réalité immédiate, et les deux doivent s'entendre l'un et l'autre pour pouvoir aller dans le même sens. Comme c'est dit ici, de façon chez Yusag Mechovano, Ben Kulam, Veyoremu et Shemo, Yardav, Kemo chez Kiblu Alehem, de façon à ce qu'ils cherchent à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu ensemble, comme ils ont pris sur eux quand il y a eu le don de la Torah et qu'ils ont dit ensemble, Vaya'anu Kolaham Yardav. Tout le peuple a répondu ensemble. Le mot Yardav, ensemble, n'était pas forcément nécessaire. Vayomrou, et ils ont dit Kol Asher Diber Hashem Naaseh, tout ce que Dieu dira, nous le ferons. Et lui, il explique sur ce verset-là, Klomar, c'est-à-dire Ben Kulanu Nashlim Kavanato, entre nous tous, les différents endroits du peuple, chacun, nous allons faire en sorte que nous réaliserons son projet. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on parle beaucoup d'Ardout, et c'est très important. Et l'Ardout, c'est beaucoup quelque chose d'être uni. C'est très important de savoir rester uni, surtout en ce moment. Et dans l'Ardout, il y a la compassion, se soucier des uns et des autres, mais il y a aussi cet aspect-là qui est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre vraiment les différentes parties du peuple, aussi bien ceux qui sont des grands de la Torah, par exemple comme le Rav Kalicher, ou des gens qui savent faire les choses comme Charles Netter. Et là, il y a eu ce lien, et ça a permis ce déclencheur. Ça s'est passé en France. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était intéressant d'en parler pour
clôturer la semaine du sionisme français. De mon En côté, effet. j'ai essayé de finir au mieux 20h58. Voilà. Alors, il reste Super. Donc, s'il y a voilà. quelques questions, merci beaucoup, Dan. C'était très intéressant. Et en effet, c'est la conférence qu'il fallait pour conclure cette semaine. Et si il y a déjà une question concernant Mikvé Israël, et la date de fondation, est-ce qu'elle existe toujours? Alors, la date de fondation, à un an près, il me semble que c'est 1870, la date de fondation de Mikvé Israël. Et elle existe toujours, oui. Elle existe toujours. C'est une école, une grande école, il y a une partie israélienne, une partie française, il y a une école française, et qui est une très belle école et qui marche très très bien. Voilà. C'est un très bel endroit, d'ailleurs, qui existe toujours, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Bon, c'est assez complet. Et, et voilà. En tout cas, la conférence est enregistrée. Elle sera disponible sur notre chaîne YouTube. Et, et voilà. Et toutes nos activités des départements de promotion de l'ALIA, les conférences, les Ulpanim et d'autres activités de l'Organisation sioniste mondiale en France, je vous donne rendez-vous sur le site osmfrance.fr. Et vraiment, il y a tout sur le site, les dates, bien évidemment, de nos activités, des ressources pédagogiques à télécharger. Servez-vous. Mais on fait tout ça pour vous. Merci encore, Dan. Merci à vous tous d'être présents ce soir. Et voilà, je vous souhaite Shavua Tov en espérant de bonnes nouvelles d'Israël. Amen. Merci beaucoup, Yasmine. Bonne soirée. Merci à toi, Dan. Shabbat tov, Bye, Shabbat tov. Shavua Tov.